Finalement, je pense que c'est pour ça que je suis ici. On avait fait une recherche avec un peu l'équipe de Pop en Stock autour du recyclage culturel pendant 2, 3 années et qui avait donné lieu à beaucoup de... On avait fait un colloque, on avait fait international, on avait fait 4 journées d'études. J'ai enseigné ça dans différents séminaires, dans différents endroits. Donc, ce sont le genre de choses sur lesquelles j'ai trop probablement déjà parlé. Donc bon, là, c'est vraiment un format, un petit format. Puis c'était un peu l'idée avec André de quelque chose qui est juste d'apporter un peu quelques éléments. Alors, sans plus tarder, donc je pense la fascination contemporaine envers les rétromédialisations, donc la réapparition du Super 8 dans des films comme Die Kinder der Toten qu'on a pu voir au FNC dernièrement, les apps qu'on a déjà évoquées, VHS Camcorder, Goudak, enfin tout ça. Si elle peut être comprise spécifiquement comme la re-oralisation des anciens dispositifs rendus obsolètes par les avancées des médias numériques, doit, je pense, plus globalement être située au sein d'un paradigme plus large, celui de la paradoxale rétromanie contemporaine. Donc, juste en pensant qu'est-ce que je pouvais faire par rapport à ça, bah alors je me suis dit, bon, bah, peut-être de reprendre tout simplement cette question de la rétromanie 10 ans après pratiquement l'apparition du livre éponyme de Reynolds, qui lui s'intéressait à la première décennie du 21e siècle, avec le phénomène assez singulier et assez sympathique que finalement Reynolds change complètement de sujet après 2010 et il passe au glam rock. Donc, ce qui est assez surprenant, mais qui en fait est aussi quelque chose d'intéressant parce qu'on est en pleine rétromanie glam, puisque vous savez qu'on a eu les biopics de Freddie Mercury, Elton John, mais aussi tout l'aftershock de la mort de Bowie avec quantité de documentaires et une vraie anthologie qui revient sur le web de Bowie, mais aussi le fait que c'est assez curieux parce que c'est pas la première fois que le glam revient. Il y a eu en fait une sorte de rétro-glam juste avant le Britpop avec les bandes telles que Gay Dad, The Young Offenders, Denim, etc., etc. Et puis maintenant très présent dans des bandes comme Darkness, Reckless Love, etc. Alors, le, le paradoxe peut-être pour situer toute la question de la rétromanie, c'est qu'elle-même est rétromane. Et en fait, il y a un paradoxe dès la naissance de la modernité qui fait que la modernité est paradoxalement revivaliste. Je ne remonterai pas tout à fait jusqu'à la querelle des anciens et des modernes, qui nous renverrait très très loin, mais en fait, les modernes, en coupant le lien qui, pour les anciens, était tout à fait consubstantiel en faisant de l'Antiquité une époque parmi d'autres, les modernes, dès le XVIIe siècle, tout en s'intéressant à cette Antiquité et tout en étant aussi informés par l'Antiquité que les anciens, mais ils avaient changé complètement leur regard. Pour les anciens, il s'agissait tout simplement de continuer dans, dans un même monde, si l'on veut, esthétique. Et pour les modernes, il s'agissait de, oui, reconnaître l'Antiquité, y puiser énormément, mais en même temps d'être tout à fait conscient qu'il y avait eu une coupure radicale avec ce monde-là. Et puis par la suite, si on pense plus, là c'est vraiment la toute première modernité, early modernity, comme disent les Anglais, mais si on pense à la modernité historique, bah, depuis le pré-romantisme, le revivalisme fait partie de la modernité. Et d'ailleurs, le pré-romantisme s'identifie à des revivalismes que l'on connaît, comme le Gothic Revival au milieu du XVIIe siècle, du XVIIIe jusqu'au milieu du 19e, des styles assez paradoxaux, mais qui finalement ont une résonance étrange avec notre époque, comme le style troubadour, qui a été un truc très à la mode au tout début du romantisme, et qui était vraiment un revivalisme. Le poids du revivalisme a été tellement fort que ça mène à la première réaction que j'appellerais rétro-apocalyptique, en reprenant un peu le terme de Umberto Eco, l'opposition entre apocalyptici et integrati, les apocalyptiques et les intégrés, quand on parle de culture populaire. Quelque chose qui serait de l'ordre du rétro-apocalyptique, qui arrive avec les considérations de Nietzsche sur le poids de l'histoire et cette vision
très noir de l'hypertrophie des souvenirs que entraîne l'historicisme, ce qu'on appelle déjà à son époque l'historicisme, et toutes ces formes de revivalisme qui sont très fortes dans le siècle victorien, qui est aussi le siècle des bibelots, qui est aussi le siècle du kitsch, qui est aussi le siècle des arts and crafts, des volontés de transformer tout ça en revenant au passé. Mais l'idée déjà chez Nietzsche que l'excès de présence du passé est mortifère et met en danger la vie. Et j'aurais envie d'évoquer avec Jacques Le Rider une nouvelle de Stefan Zweig en 1929, Buchmendel, le bouquiniste Mendel, donc sur un génie de la mémoire, cette figure de ce petit juif de Galice qui connaissait absolument tout par cœur. C'est déjà un peu une préfiguration de Funes el Memorioso chez Borges. Donc, il connaissait, était gravé par la main fantomatique et invisible de la mémoire, le moindre nom, le moindre titre jamais imprimé sur la première page d'un livre. De chaque ouvrage paru hier ou il y a 200 ans, il pouvait citer sans hésitation le nom de l'auteur, le lieu de publication, le prix neuf ou d'occasion. Et sa fin est lamentable. Évidemment, Zweig écrit en 29 à la fois sur le mode de la préfiguration apocalyptique, mais aussi sur le retour de Nietzsche. Et Mendel, juif donc, va être arrêté par la police autrichienne durant la Première Guerre mondiale, dont il ignore presque tout, parce qu'il est tellement pris par le poids du passé, il ne lit pas les journaux, évidemment, et il va être interné dans un camp de concentration autrichien. Ça existait déjà, les camps de concentration, comme vous savez, commencent aussi avec la guerre des Boers. Et il va mourir de dysenterie, frappé de folie. Donc, cette vision très noire déjà qui vient de Nietzsche, que Zweig reprend, que Borges aussi, sa façon, Elias Canetti dans Auto da Fe, c'est cette idée que l'histoire peut être quelque chose qui détruit le présent. Et ça va être depuis donc cette vision du poids du revivalisme et de l'historicisme victorien va continuer, et ainsi que le montre Goffey qu'on vient de citer pour Retro Culture of Revival, justement à partir des années 50, avec ces cycles de retour systématiques à des formes de culture populaire du passé, donc le retour de l'art nouveau dans les 60s, son influence sur l'art psychédélique hippie, ensuite le retour du art déco, ensuite le retour des 50s généralisé avec American Graffiti, le revival du rockabilly, etc., etc. Et puis l'accélération progressive de phénomènes rétro dans la sphère de la création, mène à un retour aussi du débat rétroman et de la rétro-apocalypse. Et je n'aurai pas trop le temps d'entrer dans les détails, mais bon, parmi les grands textes rétro-apocalyptiques, il y a évidemment Baudrillard dans Simulacre et Simulation, toute la côté sur le rétro et la destruction de l'histoire. Là, du coup, on passe dans quelque chose qui est un peu différent par rapport à la vision nietzschéenne, mais qu'il faut quand même mettre en rapport. Donc, la simulation est maîtresse, je cite, nous n'avons plus droit qu'au rétro, à la réhabilitation fantomatique, parodique de tous les référentiels perdus. C'est d'ailleurs un texte qu'il est intéressant de situer à l'intérieur de la culture de son époque, et notamment de la culture pop, parce que c'est le moment où en France on parle de la mode rétro. Et la mode rétro en France, elle est très spécifique, Coffey en parle, parce que finalement elle se traduit par quelque chose de très singulier, c'est le retour, la fascination pour un moment très obscur de l'histoire de France, qui est la fascination pour la collaboration, pour l'époque de la collaboration avec les nazis. Et c'est tous les romans de Patrick Modiano, c'est le Lacombe-Lucien, c'est tout ça, et c'est le fait que ce qui, aux États-Unis, se traduit par une nostalgie plutôt conservatrice en réalité par rapport à l'intérêt dans les années 70 pour les fringues à la Bonnie and Clyde, etc., etc. En France, ça prend des connotations très particulières. Et c'est dans ce cadre-là, en faisant allusion à des films qui vont de Chinatown à Il Conformista de Bertolucci, à
aussi American Graffiti, mais aussi Barry Lyndon, enfin d'autres, que Baudrillard écrit son texte, qui je pense est toujours un texte très important pour le débat sur la rétromanie contemporaine. Je n'ai pas le temps mais je pense que plusieurs d'entre vous le connaissent. Et puis, un an après, c'est le célèbre article de Jameson, Postmodernism and Consumer Culture, où Jameson revient carrément sur les mêmes référents du rétro de Baudrillard, et il appelle donc, il s'intéresse à ce qu'il appelle le nostalgia film, et pour lui le symptôme de la postmodernité capitaliste. Et c'est aussi intéressant, en revenant à ce texte, on n'a pas le temps de le relire ensemble, mais c'est intéressant de voir aussi comment il établit une triple matrice qui, je pense, n'a fait que s'amplifier par la suite dans la culture pop. D'un côté, les films rétro qui, à l'intérieur de la diégèse, par le fait de s'inscrire soit dans le biopic, soit dans l'historique, reprennent ce qu'il appelle la pastness du passé, le caractère passé du passé, mais devenu purement un système de signes, comme ce que Baudrillard critiquait. Mais aussi, pour le cas de Star Wars, que Jameson analyse de façon très intéressante, c'est l'idée de Star Wars comme film rétro aussi, non pas parce que, comme American Graffiti, le film précédent de Lucas, il se retrouve dans l'évocation, etc., mais c'est parce que ce qu'il veut, c'est ressusciter l'expérience de l'enfance de sa génération qui regardait les serials à la télé, donc les Buck Rogers, etc., aussi pour Spielberg, évidemment, avec Riders of the Lost Ark et tout ça. Et puis enfin, ceux qui représentent le contemporain sous les traits de la pastness. Et il prend l'exemple du néo-noir de Body Heat, où c'est un film qui est contemporain, mais qui est entièrement filmé sur un mode de la hantise du passé, et c'est le cas depuis de quantité de films. Alors je m'étais amusé aussi à faire une liste depuis la publication du film, enfin, depuis la publication de l'ouvrage de Reynolds, ça n'a cessé de s'amplifier. En fait, Reynolds a été sensible aux signes avant-coureurs de la rétromanie dans la première décennie, mais en fait, ça n'a fait qu'exploser dans la deuxième décennie. Et j'avais une liste énorme, si vous voulez, on s'amusera après, pour 2018-2019, autant dans les films que dans les séries télé, et on peut aussi s'amuser à regarder du côté, par exemple, des vidéoclips, mais bon, le rétro règne partout, que ce soit justement à travers cette triple matrice qu'évoque Jameson, que ce soit à travers des films qui sont soi-disant contemporains, mais qui sont selon les codes rétroman, tels que un film que j'ai beaucoup aimé de l'année dernière, Under the Silver Lake, par exemple, dont je comptais un peu vous parler, mais je pense que j'aurai pas le temps, mais qui est tout à fait ce genre de hantise du passé qui est très diffuse, alors qu'il ne s'agit pas du tout d'une reconstruction. Et puis évidemment, vous avez tout le catalogue de films, de biopic ou de films historiques rétroman, évidemment, Once Upon a Time in Hollywood, et puis tous les films qui décident de façon assez symptomatique de resituer leur action dans un passé récent. C'est le cas de Joker, qui ne choisit pas le cadre historique de situer l'action dans la naissance historique de Joker dans les années 40, et qui opte tout simplement pour les années 70, au fond pour nous parler beaucoup plus de l'Amérique de Trump, mais qui se sent presque obligé de passer par la rétromanie. Et enfin, on en a vraiment une immense pléthore, je compte plus d'une cinquantaine de films de 2018-2019. Donc nous sommes tout à fait dans le monde de la rétromanie, et nous sommes dans le retour du débat rétroman lui-même sur la rétromanie, qui avait sévi beaucoup entre la fin des années 70 et le début des années 80, comme ces deux textes que je vous ai cités. Alors le livre de Reynolds, évidemment, est essentiel, et c'est vrai que peut-être quand on était sur le recyclage, et que je me suis beaucoup intéressé au livre de Reynolds, c'était pas quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui est fait par un musicologue de la musique, un grand spécialiste de la musique pop, et peut-être que c'est ce qui a limité un peu son impact dans le discours plus globalement académique. Le fait aussi que c'est pas un livre qui se prétend nécessairement académique, si cela a encore une importance, mais le fait est que je pense que c'est un livre majeur sur toute cette question, notamment parce que il part de la matrice de la musique, c'est vraiment son intuition première, le fait qu'il y a une sorte d'obsession rétromane dans la musique du XXIe siècle,
de la première moitié et lui-même se trouve dans une position assez ambivalente parce que il est à la fois très rétro-apocalyptique, ce qui a fait que aussi le livre a été largement critiqué parce qu'enfin ce que tu évoquais sur le vieux con et tout ça et lui-même s'amuse avec ça en disant: «Bon, c'est sûr qu'il a commencé dans le New Musical Express en 86 et que c'était la folie du post-punk. Ensuite, il a embarqué sur la rave culture et qu'il a écrit aussi sur la rave culture et que c'est donc quelqu'un qui a suivi toute l'avant-gardisme sonore de la musique pop pendant ce cycle, cette fin de cycle du rock comme transgression permanente, le modernisme au fond du rock, et qui finalement, au début des années 2000, se trouve totalement déçu du fait que la musique n'est plus du tout à l'avant-garde de rien, elle n'est plus à l'avant-garde de mouvements sociaux, elle n'est plus à l'avant-garde des sons, de l'innovation, etc., et qu'elle n'est que obsédée par son propre passé. Donc, le sous-titre de Retromania, How Pop Culture Became Addicted to Its Own Past. Et donc, il y a ce côté très apocalyptique, enfin apocalyptique dans le sens de Echo, c'est pas un millénariste trumpien, c'est donc plutôt donc, ce regard très noir sur la culture populaire qui vient depuis le 19e siècle, et tout à coup par un fan absolu de culture populaire, mais qui conteste et justement en utilisant Jameson, en utilisant Baudrillard, etc. Donc une sorte de discours apocalyptique à regret par quelqu'un qui a beaucoup cru au rock et qui a beaucoup cru à la musique techno, qui a beaucoup cru à la possibilité de ce cycle d'originalité qui est maintenant très contesté. Et d'un autre côté, on sent aussi chez Reynolds une volonté de dépasser ce côté apocalyptique, de dépasser aussi, au fond, une nostalgie très paradoxale, parce que c'est la nostalgie du nouveau, c'est la nostalgie de la révolution sonore, mais aussi, on sent un peu sociale évidemment, mais cette idée que finalement, toute cette explosion du punk, etc., ne se reproduira plus. Et donc une volonté de dépasser cela, et c'est là où finalement il cherche quand même quelque chose à quoi se raccrocher dans le monde contemporain pour se dire que tout n'est pas totalement sinistre dans cette rétromanie, et la volonté de trouver une rétromanie positive, et c'est là qu'il reprend toute la notion de anthologie de Derrida, telle que les musicologues britanniques notamment l'ont repris, c'est-à-dire tout ce courant de la anthology, donc, et hypnagogic pop, et cette scène qui finalement est un peu ésotérique, il faut bien le dire, par rapport à l'ensemble de la culture pop mainstream. On ne parle plus du tout de quelque chose qui a une influence directe, comme a pu l'être le punk ou comme a pu l'être le post-punk. On parle vraiment de quelque chose qui est maintenant une niche. Et Reynolds est conscient de ça, mais c'est quand même celui qui a le plus, originellement, maintenant il y a depuis plusieurs livres sur ça, avec notamment la synthwave, la vaporwave et tout ça. Il y a eu des déclinaisons autour de ça, mais c'est peut-être lui qui a brisé une lance le premier en faveur de cette utilisation de l'entourage. Alors je ne sais même plus où j'en suis avec le temps, mais pour Reynolds, bon, j'imagine que vous l'avez lu, peut-être que vous n'avez pas lu, et c'est très intéressant, ce qu'il a continué à écrire par la suite dans son blog, et je vous invite vraiment d'aller voir son blog, parce que c'est le blog vraiment sur All Things Retromaniac. Et en fait, il y a quelque chose de très symptomatique, c'est que, donc il y a plusieurs entretiens très intéressants de qu'est-ce que Reynolds pense depuis l'apparition de son livre, mais notamment le fait qu'il a voulu clore la rétromanie. Et c'est ça qui m'a beaucoup amusé, parce que, et moi j'avais suivi son blog depuis le début quand le livre est sorti, et je me rappelle que effectivement, à un moment donné, il l'avait fermé. Et c'était Closing Time, il avait appelé ça Closing Time, et c'était en 2016. Et en 2016, il a dit, bon voilà, c'est fini, maintenant moi je passe à autre chose, le glam rock, quand même assez drôle. D'ailleurs, son livre est extraordinaire, Shock and Awe, sur le glam. It's time now to wind up this blog, partly because my head has been in different space for 2 or 3 years now, but also because I feel that while retro remains a prominent part of the current culture, it doesn't feel dominant to the same extent. Et là, c'est vraiment un peu un sourire ironique parce que finalement, 2 mois plus tard, il rouvre son blog, Reopening Time. Pourquoi? Parce qu'il y a la campagne de Trump et que justement, ce qu'on évoquait tantôt, Make America Great Again, est justement la notion de l'opposition que tu évoquais, des deux modes de nostalgie.
et que finalement, il est obligé, il est rattrapé par la rétromanie rampante et que la clôture du blog n'aura duré que 2 mois. 2 mois après, Reynolds se rend compte que ce n'est pas possible et qu'en fait, on est tout à fait encore dans un monde rétromanie. Et depuis, le blog se divise un peu entre, je dirais, entre une partie qui est celle de monitoriser, continuer à observer la scène ontologique, donc avec la quantité de bandes, de labels, de livres aussi qui commencent à apparaître sur ça. Donc ça devient un peu un blog spécialisé autour de ça, mais aussi de temps en temps des très belles réflexions, dont une relativement récente où il revient de façon beaucoup plus radicale que dans son livre sur le mal d'archives, le archive fever, donc repris de Derrida, et qui est un peu, je pense, un portrait générationnel, parce qu'avant on parlait de nous, etc. Je pense qu'au fond, nous sommes aussi un peu, enfin, moi clairement, mais Reynolds aussi, on est finalement précisément les gens qui ont été pris par ce tournant-là, mais qui avons connu l'époque d'avant le numérique, et forcément, ça fait de nous des êtres bizarres dans cet univers-là. Et Reynolds explique comment la fièvre d'archives, ça a été tellement un piège pour notre génération, parce que on venait de la monoculture, ce qu'on appelle parfois la monoculture, on venait d'une culture où il y avait très peu d'informations, où il était difficile d'aller chercher des informations, et tout à coup, on a été complètement comme médusés, fascinés par cette abondance d'archives, et on a tous plongé là-dedans, et lui-même dit que ça a été un peu comme une sorte de time warp pendant 10, 15, 20 ans, où on a rempli des milliers de disques durs avec plein de trucs, de films obscurs qu'on ne verra jamais, de bandes extrêmes qu'on ne coûtera jamais, de livres en PDF qu'on ne lira jamais, etc., etc. Et il dit que finalement, c'est juste son fils de 13 ans qui, lui, est peut-être en train de sortir de cette boucle-là, parce que lui, il est dans un autre paradigme, c'est l'idée que tout est là de toute façon, et l'idée que tout est là pour toujours. Donc, d'une façon aussi, évidemment, très naïve, parce que nous dépendons de l'électricité, nous dépendons de beaucoup de choses, et que aussi ceux qui fréquentons l'Internet depuis maintenant plus de 2 décennies, nous savons aussi combien beaucoup de choses disparaissent malgré le archive.org et le truc qu'on peut retrouver les anciens sites, etc. On sait que ce n'est pas du tout quelque chose de 100% efficace. Donc nous avons vu le fait que beaucoup de choses fascinantes, je pense qu'on a sûrement tous été sur des mêmes sites à des moments donnés, en tout cas pour la cinéphilie, c'est clair, la caverne des introuvables, des choses comme ça, qui sont maintenant devenus évidemment des milliers, parfois des millions. Il y a un truc de comic books absolument colossal. Il y avait des millions de comic books du Golden Age et du Bronze Age qui ont disparu. Donc bon, maintenant on peut retrouver parfois par-ci, par-là, etc., etc. Mais disons que ces choses-là aussi disparaissent. Donc ce décalage est intéressant par rapport à... Mais c'est ce qui a fait que nous avons plongé, c'est la redéfinition du constat nietzschéen, c'est pour lui le poids absolument colossal de l'archive sur le présent qui fait qu'il est désormais extrêmement difficile d'avoir la capacité de ce que Nietzsche déjà réclamait à la fin du 19e, et c'était peut-être pas une bonne chose non plus, mais c'était évidemment l'utilisation de l'oubli, la nécessité de pouvoir oublier, et nous sommes au contraire dans cette position de la nouvelle que j'évoquais de Zweig, aussi de la nouvelle de Borges, de Funes el Memorioso, qui ne peut rien oublier, etc., etc. Donc c'est dans ce contexte-là, je pense, que le passage par la médialité est important. Parce que pour lui, c'est ça, au fond, il dit mon livre, c'est surtout une phénoménologie de la transition du monde analogue au monde digital et ce que ça a fait dans la culture. Et, euh, et donc, je pense que c'est intéressant de voir que c'est quelqu'un qui veut se défaire du côté apocalyptique de la critique de la rétromanie qui est là pratiquement depuis ses débuts, et en même temps la difficulté pour trouver malgré tout un optimisme au sein de ça, notamment parce que contrairement, comme il le dit aussi par ailleurs, contrairement à tous les tenants de la retro-creativity, l'idée que bon, la créativité c'est juste du recyclage et que c'est juste de la citation, etc. Lui, il est un partisan de l'ancien mythe peut-être, mais le nouveau est aussi un mythe, mais il préfère le mythe de l'originalité malgré tout, et il dit ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce que l'on vole, et que c'est pas juste parce que l'on vole qu'on propose quelque chose d'intéressant. Donc, je ne sais plus où j'en suis par rapport au temps, mais
2 minutes, ouais, c'est ça. Donc, bon, j'ai bien fait de faire ça très, très vite. Alors bon, moi, ce que le côté peut-être, la petite note d'optimisme, en tout cas, ce qu'on a nous voulu avec, Pop en Stock, c'était, justement de pas prendre la rétromanie, de pas prendre le terme de rétromanie, même si moi, c'est un livre qui m'a beaucoup, travaillé pendant que j'avais des milliers de notes sur le livre, quand j'étais en train de le lire. Mais, c'est justement pas prendre l'aspect de la réclomanie, mais prendre l'aspect qui me semble la troisième voie peut-être, c'est l'idée du recyclage. C'est l'idée qu'au fond, on est, mais bon, c'est pas non plus nouveau évidemment, ça vient aussi des débats depuis la postmodernité et avant, mais c'est l'idée que on se débarrasse un peu du côté justement tout le débat sur la nostalgie au sens que nostalgie, mélancolie, deuil, etc. Et prendre une vision peut-être plus opérationnelle, plus neutre, dans l'idée qu'on est vraiment dans une culture de recyclage. Et ça, je pense que que c'est peut-être la voie pour sortir du relatif malaise où Reynolds s'est lui-même placé dans l'art en partant de l'idée de rétromanie et que c'est une volonté de retour, alors qu'il me semble que c'est plus une volonté combinatoire que l'art connaît depuis sa naissance. C'est une volonté plutôt combinatoire et que certes, ce poids de l'archive, il est colossal. Certes, on est peut-être d'ailleurs dans une phase de transition pour plusieurs, à des multiples niveaux. On parlait de la ville et je pense que c'est tout à fait un exemple aussi. Mais que l'idée peut-être pour se sortir de l'emprise, de l'ombre, le titre que j'avais donné, c'est l'ombre de la rétromanie est allongée, peut-être se sortir de l'emprise de la rétromanie et de ce discours rétro-apocalyptique qui, qu'on le veuille ou pas, est toujours en place parce que c'est des critiques très fortes du point de vue de l'originalité, mais aussi du point de vue de l'action politique, mais aussi du point de vue vitaliste, comme chez Nietzsche, cette idée que finalement c'est une culture rétromane serait une culture de décadence. Pour Nietzsche, c'était ça. Et je pense aussi que ce n'est pas un hasard si c'est un discours de la fin du 19e siècle, donc fin de siècle, comme on sait, et que c'est un discours aussi de la transition entre le 19e et le 20e. Il y a comme là un effet d'écho entre les deux fins de siècle. Voilà, à peu près. Parfait. On va continuer la discussion de toute façon. Oui. Merci beaucoup. C'est ça. Merci, Antonio, pour cet énorme, en 20 minutes, faire tout ce parcours qui remonte jusqu'à très loin pour, en même temps, cet ancrage sur Reynolds est important. Je pense pas que personne d'autre le fait aujourd'hui. Et merci aussi de revenir justement sur aussi le projet de recherche qui, toi, t'a mené aussi ici, puis par rapport aux cultures de recyclage. Puis ça me fait me poser une question, justement. Comment, nous, on se pose quand même beaucoup la question aussi de quelle est la spécificité finalement de ce retour, de cette rétromanie, comme on peut l'appeler, ou de ces retours, de tout ce et comment, finalement, toi, si tu reprends donc ça plus largement, ou en tout cas par la voie du recyclage, comment faire émerger cette spécificité-là aujourd'hui? Est-ce qu'on la perd pas aussi un petit peu finalement? Comment ça se place? Je pense, en tout cas, je pense que pour moi, le cadre d'ensemble, c'est un cadre de recyclage pour beaucoup de... Bon, justement, la recréativité, le Everything is a Remix, tout ce truc-là. Et le rétro, pour moi, c'est un domaine spécifique à l'intérieur. C'est un type de recyclage qu'on peut faire. Et je dirais que c'est justement... Mais bon, on le voit, c'est des notions qui sont tout le temps un peu flottantes. Ce sont des notions souvent vernaculaires. Ce n'est pas non plus des concepts kantiens ou nietzschéens ou autres. C'est plus des modulations vernaculaires. Des fois, ça vient de la presse. Des fois, ça vient de la presse de mode. Des fois, ça vient d'autres choses. Des significations s'agrègent dessus progressivement. Mais je pense que si on prend l'idée de recyclage versus rétro, c'est évidemment pas du tout une opposition. Je pense que ce serait plutôt d'englober dans le recyclage, il y a une tentation qui est la tentation rétro, c'est-à-dire c'est celle qui insiste le plus justement sur le fait que sur son opérativité avec le passé. Je pense que c'est ça qui, moi, me frappe un peu si on le compare à d'autres formes de recyclage contemporain. Parce qu'il y a aussi dans le recyclage, comme il y a toujours eu dans l'histoire de l'art, il y a aussi le recyclage qui efface un peu ses traces. C'est-à-dire le recyclage qui finalement se présente comme quelque part un nouveau départ. Et puis évidemment, c'est facile
surtout quand plus on devient vieux, moins les choses nouvelles nous semblent nouvelles, et en plus on se dit, ouais, mais bon, au fond, ce truc-là, bah oui, ça vient des années 70, ça vient des années 50, ça vient des années tout ça, mais il y a des œuvres qui essayent de partir sans nécessairement appuyer l'aspect de la pastness qu'évoque Jameson. Et puis au contraire, il y a ces œuvres-là qui sont vraiment prises par l'aura du passé et qui l'invoquent, qui le présentent, etc. Et ce qui n'est pas, et c'est pour ça que je pense que Reynolds essaye de trouver quand même une issue optimiste, que dans le cas de la anthology, c'est qu'il y a maintenant des ramifications, par exemple, dans le retour du folk horror. C'est très associé en Angleterre, la scène folk horror et la scène de anthology. Finalement, on cherche des déclinaisons, et puis on voit quand même aussi, je pense, peut-être dans cette deuxième décennie que Reynolds n'a couvert que sporadiquement dans son blog, mais dans cette deuxième décennie, je pense qu'on voit comment aussi se profiler des nouvelles routes, mais qui sont très marquées par le poids du passé. Parce que c'est intéressant aussi, que moi, je ne savais pas cette idée de fermer le blog, réouvrir le blog, d'être pris finalement dans une espèce de performativité du débat sans s'en rendre compte. Mais est-ce que justement, c'est une trop large question que j'ai envie de te poser, mais comment baliser, comment penser la longévité de ce phénomène-là aussi, et comme tu le fais toi peut-être à l'aune justement des études culturelles, même dans Pop Stock que tu le fais, mais donc comment penser cette longévité-là si on est tout le temps finalement dans des moments d'arrêt. Là, c'est peut-être justement la continuité et la cyclicité du recyclage qui permettent d'élargir ça, mais c'est quand même temporellement... parce qu'on parle souvent de période de 20 ans. On se dit, ah oui, dans 20 ans, ça sera plus comme... Je sais que dans beaucoup d'ouvrages, justement, on se disait ça, que il y a cette période d'abjection aussi qui arrive dans le moment où on reprend plus certaines choses aussi. Il y a des choses qui se perdent, on reprend pas tout d'une époque non plus. Mais donc, comment baliser je pense que spécifiquement si on l'envisage un peu dans les termes de Reynolds, je pense qu'il y a un aspect de transition inévitable parce que, comme je disais, cette fièvre d'archives, c'est vraiment un moment de transition. C'est sûr qu'on ne sait pas vers où s'en va Internet. Bon, on ne sait pas vers où s'en va quoi que ce soit. Peut-être qu'on va exploser dans une guerre dans peu de temps. Mais l'idée, c'est tout simplement qu'on ne sait pas trop vers où tout ça s'en va. Mais on sent beaucoup le côté transitionnel de notre époque. Donc, je pense que personne ne pense qu'on va rester rétro pendant 4 siècles. Je pense qu'il y a vraiment ce poids-là. Peut-être que l'attitude des Born Digital, etc., va elle-même, c'est ce que lui indique à travers un peu presque la métaphore, parce que même si c'est une vraie anecdote, ça a un côté métaphorique, mais l'idée du changement carrément de génération, pour les gens qui n'ont absolument pas connu la culture précédente, la monoculture, et qui vivent maintenant dans l'imbrication totale de ces deux plans d'existence, peut-être qu'eux, ils vont créer quelque chose de différent. Peut-être qu'Internet aussi va aller vers quelque chose de différent qui va créer des nouvelles possibilités une des choses que je n'ai pas évoquées, mais qui est intéressante, c'est que nous, on est bloqué dans un rétrofuturisme. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, tout le monde, enfin, Zizek, mais c'est une idée de Jameson, en fait. Zizek l'a pompé, comme il pompe un peu beaucoup de choses, de façon sympathique, évidemment, avec son côté speedé, mais il y a le côté il nous est plus facile d'imaginer no future qu'un futur quelconque, donc d'où les zombies et tout ça. Donc, le fantasme d'apocalypse, le survivalisme et tout ça. Donc, je pense que c'est aussi le propre de notre époque que d'être bloqué par rapport au futur, par le poids du passé. Et peut-être que ça va se débloquer. C'est-à-dire que ce paradigme-là du poids absolu du passé sur l'idée de futur, peut-être que ça va se débloquer et qu'on passera à une étape néo-futuriste, où tout à coup, parce que finalement aussi, c'est intéressant si on joue un peu comme ça. Bon, c'est dangereux aussi, parce qu'on peut dire n'importe quoi, mais c'est quand même un truc intéressant, c'est que à partir de la critique de Nietzsche, justement, 10 ans après, enfin bon, c'est un texte de 75, mais disons un peu plus tard que la mort de Nietzsche, c'est justement les futuristes italiens qui disent il faut bombarder Venise, on en a marre de ce truc et tout ça. Et ça lance le cycle des avant-gardes, même s'il y a le symbolisme avant, qui est une proto-avant-garde, si on veut, mais vraiment le cycle très, très militant des avant-gardes du XXe siècle, ça commence par le truc futuriste italien, et c'est une volonté dans une société
totalement saturé de passing et les Dada aussi. On sent le côté de dire non, ce n'est plus possible, et c'est le constat qu'avait déjà fait Nietzsche, ce n'est plus possible de vivre sous le poids de tout ça. Donc, est-ce qu'on s'en va vers un nouveau cycle d'avant-gardisme ou de futurisme? C'est sûr que quelqu'un comme Reynolds, c'est sur quoi il fantasmerait, parce que c'était le rêve sur lequel vivait encore le post-punk et tout ça. Mais bon, ça, on est dans la futurologie, qui est justement le truc qui est un peu problématique en ce moment. Oui. Le temps file. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être une ou deux avant qu'on... Oui? Merci beaucoup. C'est très intéressant. Je suis déjà nostalgique de la présentation. Vous avez éclairé un aspect intéressant. Souvent, quand la critique du passéisme devient une sorte de nostalgie de l'avant-garde, je trouve que disons, ça se manifeste souvent sous la forme du fantasme. C'est quelqu'un qui va raconter comment Dylan à Newport avec sa guitare électrique. Puis là, tout le monde l'a eu, mais c'est toujours raconté dans une perspective où la personne qui la raconte, évidemment, a un point de vue omniscient sur l'histoire. Donc, forcément, elle aurait été du bon côté de l'histoire à ce moment-là. Elle n'aurait pas eu, elle aurait compris qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai toujours un malaise avec cette espèce de retour-là qui condamne presque à une espèce de posture volontaire du changement pour le changement, jusqu'à un certain point. C'est un commentaire, mais je pense, et c'est pour ça que c'est intéressant, la propre impasse où se trouve, pas juste Reynolds comme personne, mais la propre impasse où se trouve tout ce qu'il représente aussi. C'est quand même quelqu'un de très important dans la scène musicale anglaise. Ce qu'il représente, c'est qu'au fond, même la Révolution et l'avant-garde sont devenus rétromanes. Et donc, d'où toute l'obsession commémorationnelle sur le situationnisme, que les situs auraient détesté finalement. Donc, c'est ce côté-là, c'est de dire, bon, mai 68, le truc qu'on a eu, tout ça. Donc, c'est cette idée que, malheureusement, et ça rejoint un peu toutes les questions sur la politique, nostalgie, puis l'obsession des artefacts soviétiques et tout ça, qui revient beaucoup dans le marketing, dans le design, tous ces trucs de Rodchenko et tout ça. Et au fond, c'est ça aussi qui est peut-être triste, c'est que on n'est visiblement pas dans un cycle réellement révolutionnaire, parce qu'on est dans la nostalgie de révolution du passé. Ce à quoi, par exemple, si on pense au 19e, ce à quoi s'opposait radicalement Marx, parce que justement, Marx, il n'était pas du tout dans l'idée d'être dans une révolution qui serait le reenactment des tentatives précédentes, tout ça. Lui, c'était l'idée, non, maintenant, il faut que ça réussisse. Donc, on ne va pas être dans la nostalgie de tout ce qui a foiré, Babeuf, etc., etc. Maintenant, il faut qu'on fasse bien le truc. Et justement, ce qui est bizarre, c'est que maintenant, même dans les scènes ultra-gauche et tout ça, on est beaucoup plus sous le poids du propre passé des mouvements insurrectionnels, et, etc. Mais bon, en même temps, moi, c'est pour ça que je ne voulais pas trop tomber dans le piège de Reynolds, parce que je l'ai tout à fait compris, empathisé, tout ça, parce que c'est très générationnel, c'est tout ça. Et en même temps, je me disais, c'est justement, je pense qu'il ne faut pas entrer là-dedans. Il faut peut-être voir ça d'une façon plus large et de considérer qu'effectivement, on est dans une période de transition où la question du recyclage, au sens très large, a pris une place décisive, et à l'intérieur de ça aussi être attentif à ce qui... Parce que si on sort par exemple de son discours et on s'en va par exemple dans les séries télé, là au contraire on est dans un discours totalement euphorique, c'est l'âge d'or des séries télé, etc., etc. C'est enfin le médium qui atteint sa vraie maturité, tout ça. Donc je pense que tout dépend de ce qu'on regarde, et c'est aussi symptomatique que ce soit le rock pour Reynolds, parce que c'est une idée qui traverse beaucoup la hantise et il en parle. On parle de la mort du rock depuis le début du rock, mais comme pour beaucoup de choses. Enfin, la mort de l'art, vous savez, ça a été le truc hegelien sans cesse repris. Mais le rock est né là-dedans. Et donc, dès le début, il y avait chaque fois des gens qui, 5 ans après, disaient, bon, bah, c'est foutu, c'est fini. C'est ça, Dylan devient électrique. Ensuite, tel truc. Ensuite, maintenant, c'est la fin de psychodélie. Enfin,
bon, à chaque fois, ça a été la mort du rock. Et je pense que malgré tout, et il en reconnaît quand même, il est un peu pris là-dedans. Et surtout la hantise qu'a le rock de devenir le jazz du 21e siècle, c'est-à-dire le truc complètement chiant. Et c'est le truc, oui, allez, on va voir les mecs de 80 ans. Parce que c'est pour ça qu'il a réagi. Il a réagi contre tous les revivals, tous les gens qui reviennent, etc. Il y avait Agnostic Front l'autre jour, que j'aurais bien aimé, mais je ne pouvais pas y aller. Mais en tout cas, bon, en même temps, c'est ridicule. Je veux dire, si tu n'as pas vu Agnostic Front dans les années 80, qu'est-ce que tu vas aller voir? Ces mecs-là bon, ils sont là pour essayer de. Enfin, c'est cool pour eux, c'est tout, mais c'est juste que c'est sûr que ça n'a plus du tout l'espèce d'impact, de drive que ça a pu avoir au moment où c'était né. Mais je pense que c'est ça qui bloque beaucoup Reynolds, c'est parce qu'il est trop dans cette idée que. Et au fond aussi en décalage, parce que il y avait pratiquement plus que le rock qui avait ce discours-là de la novation permanente à ce moment-là, puisque justement dans la littérature, on était déjà dans l'idée que de toute façon, on est condamné au plagiat, à la citation et tout ça, tout est foutu. Donc, c'est très curieux parce que c'est juste que le rock a connu cette phase-là plus en décalage. Et on est maintenant peut-être dans la réelle postmodernisation du rock et que peut-être qu'on a associé à tort le rock à la postmodernité alors qu'en fait c'était autre chose et qu'on a voulu plaquer tout sur tout le monde et qu'au fond justement les arts les plus récents du type la télévision, le rock qui sont nés au milieu du 20e, ils ont été jet-lagués finalement par rapport aux très très vieilles formes d'art. Philippe, je pense que tu avais une question toi aussi. Oui, oui, oui. Merci beaucoup pour la présentation. C'était étourdissant. Un peu vite. Intéressant. Vous avez dit que, par exemple, bon, le modernisme, en un sens, avait opéré un genre de recyclage en effaçant les traces du passé. Postmodernisme, évidemment, c'est une modalité de recyclage. Et je me demandais si, éventuellement, on ne serait pas, vu qu'on a un peu un futur bloqué par le passé, si on n'est pas, non seulement si les modalités du recyclage que nous opérons en ce moment, ça serait quoi les modalités? Et si éventuellement on n'est pas dans un mode de recyclage des modalités du recyclage du passé qui serait éventuellement une hybridation du modernisme, du postmodernisme, rien du tout, quelque chose de neuf ou passé ou... Oui, moi, c'est parce que je pense que justement tout fait retour en même temps et qu'on voit des gestes qui sont plus le propre du cycle, du cycle moderniste. Euh, et je pense que ce qui est étrange, mais c'est ce que Nietzsche parce que la fin du texte de Nietzsche, elle est fascinante. Il dit, on va arriver à un moment où on sera dans l'histoire de notre propre présent, au moment où il sera en train de se faire, et on sera privé de ce présent, parce qu'il sera déjà historicisé. Et c'est vrai que c'est ce dans quoi on est en ce moment. Donc je pense que c'est tellement on est dans ce paradigme-là, que même les gestes qui, au fond, prolongent la modernité, on peut penser à Basquiat, on peut penser à Keith Haring, on peut penser à différentes personnes qui prolongent un peu le geste moderniste, et dans le rock, il y en a aussi, et ailleurs, mais le propre poids que nous, on a de nos références dans notre réception, etc., fait que justement, cet aspect novateur, il va automatiquement être dans une quête des origines. Et ça, c'est intéressant parce que une des choses aussi qui me frappe, c'est que automatiquement, maintenant, on décortique les influences de chaque chose, mais dans les minutes qui suivent la parution d'un album ou d'un vidéoclip ou d'un film, je veux dire pour Under the Silver Lake, qui est un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, un film qui n'a quand même pas eu vraiment beaucoup de succès, qui est peut-être un film un peu raté par certains aspects, mais qui est très intéressant. Bah alors, ce qui est fascinant, c'est que une semaine après, il y avait évidemment déjà les vidéos avec tous les messages secrets dans le film, avec toutes les influences d'autres films sur ce film, etc. Donc, c'est devenu vraiment notre réflexe par rapport à quelque chose que même 10-15 ans avant, on aurait plutôt salué par son aspect un peu freak, un peu bizarre. Si Lynch avait commencé maintenant avec Eraserhead, on ne l'aurait pas du tout conçu comme quelque chose de totalement nouveau. On aurait commencé à dire « Ah oui, bah c'est Man Ray pour tel truc, c'est un autre pour... » C'est aussi notre obsession dans la réception elle-même qui fait que nous historicisons le film, même au moment où nous sommes en train de le voir. Et que justement, c'est aussi un des dangers de la culture geek, c'est que cette idée de trouver les sources épuise l'idée de tout simplement chercher l'objet comme tel. Et des fois, et moi-même, je suis coupable, je fais mon autocritique de ça, c'est que la recherche
des sources est tellement intéressante que des fois, je me rends compte, je suis en train de parler plus de tout ce qui précède que du film lui-même, comme tel qu'il paraît. Et pour la musique, c'est évident, c'est devenu insupportable. Quand j'étais jeune, j'aimais bien les magazines de musique et tout ça. Maintenant, c'est insupportable. C'est un petit peu de machin à mélanger avec Björk, avec je sais pas quoi. Enfin, c'est le plus, meets. Et tu dis, OK, bon, mais c'est quoi le truc? Tu vas me donner tes 40 références sur la Dark Wave, sur chaque album de Dark Wave qui apparaît. Mais c'est ça qui est devenu notre façon d'avoir l'expérience même des œuvres, je pense.